Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cette deuxième partie, Bertrand Guémard revient notamment sur son choix de ne pas se lancer dans la course pour devenir professeur des universités praticien hospitalier. Il nous présente son domaine de recherche et la forte proximité entre l'aspect fondamental et les applications cliniques qui le caractérisent. Nous abordons aussi sa deuxième vie de peintre, qui a été depuis ses 15 ans et qui demeure jusqu'à aujourd'hui centrale dans son équilibre. Je vous laisse maintenant avec Bertrand pour la suite et fin de notre échange. Bertrand, moi je te connaissais pas avant qu'on se rencontre pour cet épisode. J'ai fait ta connaissance à travers ta fille, une de tes filles. Ouais. Et justement, un des éléments qu'elle m'avait partagé, qui m'avait particulièrement touché, c'était que elle disait, en fait, il a réussi justement à la fois avoir une carrière passionnante. Il a parfois accepté de ne pas prendre certains rôles qui étaient peut-être plus visibles pour justement passer du temps avec nous et se consacrer aussi à la vie de famille. Et quand je t'écoute avec le niveau de passion que tu dégages encore aujourd'hui, je me dis, cette tension, elle est au climax, quoi. Elle est très, 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 très difficile à atteindre. Pourtant, ta fille dit que ça s'est très bien passé. En fait, je pense que tu fais allusion au fait que quand je suis revenu donc après les États-Unis, donc j'ai pris ce poste à la Salpêtrière, donc ce poste d'MCU, PH. Donc là, j'étais intégré au CHU, donc de manière durable. Ensuite de ça, l'étape suivante, en fait, pour la plupart des gens, c'est de devenir professeur, donc PEPH. Et d'ailleurs, moi, je me souviens, j'avais ce fameux là, Pulic qui m'avait fait ses conférences d'internat, nous avait dit, si vous voulez être quelqu'un, après l'internat, c'est pas fini, il faut encore passer le concours de PEPH. Et là, vous serez quelqu'un. C'est un peu, quand même, un petit peu rude. J'ai jamais voulu, en fait, me lancer dans cette course. Parce que, pour plusieurs raisons, effectivement, parce que j'avais l'impression que, à côté de l'aspect prestigieux, bling bling, là, du fait que l'on devient professeur, donc voilà, professeur Guémard, ça fait très bien. Je sais que ça aurait beaucoup plu aussi à ma maman aussi, ça, elle aurait été très fière. Mais il faut savoir, en fait, vraiment ce que ça représente et aussi vraiment ce que l'on souhaite aussi. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est de bien se connaître, d'avoir honnêtement fait le travail d'introspection. Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important? Et là, en fait, je veux dire que tout allait dans le même sens. C'est-à-dire que je savais que si je me lançais dans cette course, ça allait encore me manger encore de mon temps. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir de nombreuses passions dans ma vie et ma femme et mes filles en faisaient partie. Donc là, il n'était pas question de les sacrifier. Et puis en plus, aussi du point de vue professionnel, je savais que c'est pas ça qui m'aurait donné nécessairement plus de liberté, en fait. Et dans mon activité de recherche, qui est quand même représentée à peu près la moitié de mon travail, de mon activité professionnelle, la notion de liberté a toujours été quelque chose de fondamental. Être libre de faire la recherche que je veux, comme je le veux, en fait. Et donc, j'avais la conviction qu'en restant à ce stade-là, j'avais le bon équilibre, en fait, entre quand même des moyens de faire ma recherche, parce qu'il faut quand même aussi, bien sûr, avoir on ne peut pas être tout seul non plus, ça, c'est plus possible. Mais que, en même temps, j'aurais pas toutes ces charges aussi qui sont inévitables quand on devient PEPH de cours et d'autres activités, notamment d'administratif, donc qui alourdissent beaucoup l'activité et qui parfois en dégoûtent certains. Et j'ai eu pas mal d'occasions de me rendre compte de gens qui avaient été éblouis par cette perspective de carrière, qui avaient donc cédé un peu à cette tentation et qui après ça se sont rendus compte qu'en fait ils étaient ficelés en quelque sorte par toutes sortes de... Alors il faut bien qu'il y en ait qui acceptent, mais en tout cas il faut savoir en tout cas... En connaissance de cause, en fait. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes à qui c'est adapté, mais il faut, comme tu dis, faire ce travail-là d'introspection pour pas se tromper. Voilà, tout à fait, ça c'est fondamental. Est-ce qu'il y a aussi d'autres voix, justement, dans l'hôpital qui disent on comprend pas ce choix Non, à ce moment-là, c'est... En fait, non, parce qu'en fait, c'est simplement mon patron, donc le professeur Villers, là, mon chef de service de l'époque, qui me dit, voilà,
il faudrait que tu penses à ça parce que tu as ce qu'il faut. J'avais fait une thèse aussi, une deuxième thèse. J'avais une thèse de médecine et une thèse de sciences. J'avais passé aussi l'habilitation à diriger des recherches. J'avais des papiers, etc. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour être quasiment sûr de trouver un poste. Et donc, il me dit, voilà, il faut que tu y penses, il faut que tu prépares ça, etc. Et en fait, alors je lui ai pas dit non. Même si je le pensais, je lui ai dit, je vais voir, etc. Et en fait, il a senti, il a compris, d'autant plus que lui était un peu pareil aussi. Bon, c'est vrai que lui était professeur, mais enfin, il était quand même aussi très orienté vers la recherche aussi, et donc il comprenait ce que ça voulait dire que d'être passionné par ça et de vouloir garder cette liberté, finalement, cette indépendance en quelque sorte. Okay. Donc, j'ai pas été coincé ou forcé, ou j'ai pas eu de harcèlement, etc. Donc, j'ai eu la chance, en fait, d'être entouré de gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé ma liberté et qui ont compris. Alors ça, c'est aussi très important, des gens qui ont compris qu'en fait, il fallait que j'ai de l'indépendance d'esprit pour pouvoir m'épanouir pleinement dans mon travail. Pour parler peut-être au bout de quasiment un peu plus d'une heure d'échange de ton domaine d'activité, parce qu'on ne l'a pas défini précisément, enfin précisément en tout cas dans les grandes lignes, à ce stade on comprend que tu fais de la neurologie oculaire. On est ce que tu appelles un hyper spécialiste, oui. C'est ça? Oui. Est-ce que tu peux simplement, de manière très globale, expliquer les domaines dans lesquels tu as fait de la recherche, pour qu'on puisse aussi comprendre ton univers? Tout à fait. Alors en fait, mon domaine, en fait, à la fois, et c'est ça qui est intéressant et important de recherche et d'activité clinique, en tout cas en grande partie, était centré sur l'étude de la motricité oculaire. Hein. Donc, c'est pas la neurologie vraiment oculaire, c'est la neurologie oculomotrice. Alors, ça peut paraître un domaine très restreint, parce qu'on se dit finalement, bouger les yeux, c'est un tout petit élément dans le corps humain. Mais en fait, c'est pas tout à fait exact, parce que comme toujours, plus on se rapproche de quelque chose qui paraît étroit, plus on découvre en fait que finalement, c'est bien plus vaste que prévu initialement. Et l'autre chose qu'il faut... Alors, en fait, c'est quoi? C'est comprendre finalement dans le cerveau quelles sont les structures qui interviennent dans le mouvement des yeux. Alors, il y a, sans entrer dans les détails, il y a plusieurs types de mouvements oculaires. Hein. Il y a plusieurs sortes de mouvements oculaires qui correspondent à des stratégies différentes. Et il y a donc beaucoup, en fait, de structures cérébrales qui sont impliquées dans ces mouvements. Hein. C'est pas du tout un petit circuit étriqué. Hein. Il y a beaucoup de structures qui interviennent. Et puis, il y en a aussi qui interviennent aussi dans la motricité oculaire, mais aussi dans d'autres motricités aussi, hein, donc qui sont un petit peu supramodales, si on peut dire. Et l'intérêt de la motricité oculaire, c'est pour ça qu'elle a été tellement étudiée à cette époque-là, à partir des années 85, c'est qu'on peut faire des mesures extrêmement précises du mouvement de l'œil. C'est une petite sphère qui tourne, et donc on peut mesurer ses déplacements, soit en mettant une lentille sur l'œil, soit avec des caméras infrarouges. Et on peut arriver à faire des mesures donc vraiment d'une très grande précision, beaucoup plus précise par exemple que de mesurer le mouvement d'un bras qui comporte une articulation à l'épaule, au coude et au poignet. Donc on a des mesures très fines de vitesse, de précision, etc. Et donc ça, c'est très important pour la recherche. Et d'autre part, ces méthodes de mesure peuvent être appliquées chez l'homme aussi, non pas seulement chez l'animal, qui a servi aussi de mode d'études, de recherche, mais ça peut être fait aussi chez l'humain de manière non invasive, avec des caméras. Donc, il filme l'œil à haute fréquence. Et donc, on arrive à faire des choses extrêmement fines. Et en étudiant donc à la fois donc l'animal ou aussi les patients qui ont des lésions focales, on arrive à des déductions. Là, on en revient encore un petit peu au modèle du lombric quand j'ai passé le bac. Donc, on observe des anomalies dans tel ou tel contexte et on les rapporte au dysfonctionnement d'une structure ou d'une voie, ou d'un réseau, en quelque sorte. Et c'est ce qui fait que finalement, après, avec donc, cet enregistrement très précis, on arrive à mettre en évidence donc, des anomalies éventuelles dans les mouvements oculaires, et donc à les rattacher au dysfonctionnement d'une région cérébrale ou d'un réseau central. Donc ce que je comprends, c'est que pour essayer de reformuler à cette étape-là de l'explication, il y a deux éléments que je comprends qui sont importants dans cette démarche. C'est un, le côté précision de la mesure. Deux, le côté non invasif. Chez l'homme. Chez l'homme. Et trois, le côté, du coup, les conséquences potentielles, c'est la capacité, en fait, à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans le corps, dans le cerveau, dans d'autres parties du corps, en fait, qui ne sont pas forcément les yeux, et donc finalement d'identifier
des diagnostics finalement d'autres maladies. Oui. Et j'ose imaginer du coup de pouvoir qualifier aussi parfois, même en médecine peut-être préventive, des choses qui sont pas encore vraiment là, mais qui commencent peut-être à émerger. Voilà. Alors, Ou là, je suis peut-être allé un peu trop loin. c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, alors, un point qu'il faut préciser, c'est que, en fait, on utilise les mêmes techniques pour faire des mesures dans un contexte de recherche ou clinique. D'accord. Ce qui veut dire que le passage, en fait, de la recherche à l'application clinique peut être immédiat. Et d'autant plus immédiat que c'est la même personne parfois qui le fait. Hein. Et donc, ça, c'est une chose qui m'a énormément aidé. C'est que j'avais d'une part une activité de recherche et qui amenait donc à des, entre guillemets, des découvertes, même si c'est un peu un grand mot, mais en tout cas à des résultats intéressants qui pouvaient être exportés sans délai à l'humain. Donc au début, ça a été bien sûr très progressif. J'ai commencé par tester des patients de manière un petit peu isolée, etc. Et puis finalement, petit à petit, en fait, c'est entré donc dans la pratique et on s'est rendu compte qu'on pouvait arriver, même dans certains cas, à faire des diagnostics et parfois précoces de certaines pathologies cérébrales. Donc ça fait que cet examen-là, donc l'examen des mouvements des yeux, est devenu en fait un examen complémentaire à part entière dans un service de neurophysiologie. Je ne connaissais pas du tout ça et je me suis dit, mais c'est incroyable. Puis j'ai même vu dans mes recherches qu'il y a aussi maintenant des entreprises qui se lancent, enfin en tout cas qui se lancent sur ces technologies-là pour justement faire le passage à l'échelle, entre guillemets, de ces découvertes finalement, de ces apprentissages. Mais j'avoue que c'est une joie profonde en fait de faire une hypothèse de recherche basée sur des lectures de papiers qui viennent d'être faits. Donc, il y a des questions qui se posent, donc on formule des hypothèses, on réfléchit aux façons de les tester, on les teste, on observe les résultats, et après on exporte ça pour le patient dans un but d'aide au diagnostic. Et quand tout ça, ça marche, quand toute cette séquence d'événements fonctionne, j'avoue que c'est quelque chose de merveilleux, quoi. C'est vrai que ça aussi, ça... Vraiment, j'ai l'impression que tu as à la fois fait beaucoup de choses de manière intentionnelle et que tu as eu des contextes parfois très favorables. Je pense notamment à cette question de la recherche, parce que l'idée reçue, moi, que j'ai, c'est parfois que la recherche fondamentale est très très loin justement de l'usage. Et parfois, et c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui fait toute notre vie, finalement. C'est juste que le temps, c'est dans le temps long. C'est ça. Et en fait, toi, ce que tu me dis là, c'est que finalement, dans certains cas, tu avais toute la chaîne de valeur. Ça se faisait presque en parallèle. C'est incroyable quand même. Donc ça veut dire que c'était de la recherche qui pouvait à la fois être fondamentale et appliquée en même temps. Absolument. Alors, c'est vrai, comme tu dis, que la recherche fondamentale aussi, il ne faut pas non plus la bannir, parce que d'abord, elle est très importante. C'est souvent un peu le sous-bassement de la recherche clinique. Hein. Ce sont un peu les piliers. Et puis, il y a parfois des grandes surprises. Il y a parfois des recherches fondamentales qui sont applicables parfois parce qu'on fait des découvertes insoupçonnées. Et donc, il y a toujours un côté, bien sûr, non prévisible, hein, auquel il faut être attentif et qui existe, hein, qui fait que parfois, il y a des retombées insoupçonnées, en fait, de données de recherche fondamentales. Et là-dessus, donc, j'aimerais aussi t'entendre sur un élément qui est aussi saillant dans ta carrière, c'est justement, tu es dans un domaine qui est naissant, dont on entend parler. Oui. Tu es un chercheur spécialisé dans ce domaine-là, à un moment où il y a beaucoup de choses à explorer. Ça doit être exceptionnel d'ouvrir autant de portes et puis de le faire aussi avec une communauté qui se structure à l'international, etc. Je veux bien t'entendre aussi sur les enjeux qui sont associés à ça. Quand en fait on est un défricheur, il y a à la fois on va dire ce plaisir de défricher, mais il y a aussi la responsabilité d'être le défricheur. Comment est-ce que tu as vécu ça Alors, ça, ce côté défricheur, il est tout à fait vrai. Et en fait, moi, ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui avance avec une machette là, dans la forêt amazonienne, quoi. Il y a quelque chose de grisant qui est de voir ce que personne n'a vu avant vous, en fait. Hein. Ça, c'est vrai aussi au sens propre, hein, de l'explorateur, en fait, qui découvre des choses que personne n'a encore vues. Alors, effectivement, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, c'était vraiment un secteur qui commençait à vraiment s'enflammer, hein, c'est vraiment le terme, parce que
jusque dans les années 80, il y a eu des choses très éparses, ça s'est accéléré, ça a commencé à vraiment démarrer en 84-85 par là. Et puis après ça, il y a eu un rythme effréné de publications, de congrès de recherche, notamment dans le congrès américain des neurosciences, où il y avait tous les ans énormément de présentations sur ce sujet-là, hein, donc des mouvements oculaires. Et donc c'était extrêmement porteur. Il y avait des articles majeurs qui apparaissaient toutes les semaines, etc. Donc c'était vraiment très grisant. Mais alors, il y a aussi le fait que ça concernait quand même pas énormément de gens quand même. Il y avait quelques équipes qui travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en particulier, quand vous êtes dans un domaine comme ça, qui est une hyper spécialité, vous rencontrez finalement dans votre activité de tous les jours pas mal de gens qui n'y connaissent rien, quoi. Donc c'est grisant, mais on est un peu seul finalement aussi malgré tout, surtout dans la structure où l'on se trouve. Et donc il ne faut pas dériver, il ne faut pas déraper en fait. Et donc là, il y a une question d'éthique aussi qui est importante. Et puis aussi, et ça a été mon cas, d'être attentif aussi à ses pairs, hein, donc les autres, ceux qui travaillent dans le même domaine que vous. Et en particulier, c'est là où notamment ce passage chez David Z à Baltimore m'a été précieux, c'est que du coup, j'ai gardé des contacts avec lui et avec un ou deux autres qui étaient des personnes en lesquelles j'avais une confiance absolue et qui étaient des humains de grande valeur, je dirais, à la fois du point de vue scientifique et du point de vue aussi extra-professionnel. Et donc, ce qui m'a énormément soutenu et encouragé, ça a été d'avoir leur soutien finalement. Et là, on se dit qu'en fait, finalement, ce qui compte, c'est pas tellement d'être connu, etc. C'est d'avoir la reconnaissance de 1, 2 ou 3, qui sont par contre incontestés et incontestables. Et ça donne vraiment de la confiance. Ce que tu m'expliquais aussi en préparant, c'est que quand on fait de la recherche, il y a énormément d'étapes à passer, des comités éthiques, etc. Et à ton époque, il y en avait beaucoup moins. Alors oui, ça c'est un point aussi important. J'ai parlé d'âge d'or de la recherche aussi. En tout cas, c'est moi qui parle de cet âge d'or. C'est qu'en fait, à cette époque-là, effectivement, la recherche était très spontanée. C'est-à-dire que donc moi, je lisais des articles, hein, j'en ai lu énormément, je lisais tout ce qui paraissait. Et c'est de là, c'est quelque chose qui est particulièrement fécond, parce que c'est de là d'où naissent les idées et les hypothèses, hein, qui sont pertinentes à ce moment-là. Et donc, du coup, à ce moment-là, comment est-ce que tu gères cette question de l'éthique quand il n'y a pas de cadre, finalement? J'employais des techniques, en tout cas chez l'humain, qui étaient non invasives. Et j'étais relativement allégé de toutes ces procédures de comité d'éthique et autres. Alors d'abord, elles étaient relativement légères à l'époque déjà. Mais moi, il m'arrivait, par exemple, de lire un article, que ça évoque donc un projet de recherche, et que du coup, ça m'incite à rechercher tel ou tel type de patient pour tester ces hypothèses, que parfois je trouvais, parce qu'à la Salpêtrière, c'est un très gros centre neurologique, donc il y avait un turnover majeur, hein. Donc je trouvais des patients, parfois j'en trouvais 5 ou 6 en 2 mois, et je les testais, hein. Je faisais moi-même les tests à produire que je concevais pour valider ou non cette hypothèse, et donc j'avais ensuite de ça des résultats qui paraissaient presque dans les semaines qui suivaient. Donc finalement, il y avait parfois quelques semaines en fait entre l'idée du projet et le résultat. Et puis d'autre part, donc ça c'était extrêmement stimulant parce que ça donnait une réactivité extrême. Donc on pouvait vraiment agir, j'ai envie de dire, sur le front, hein. Donc on était sur le front de la recherche et on agissait vraiment quasiment en temps réel. Et puis d'autre part aussi, alors pour ça il faut bien le dire, hein, on n'est pas des purs esprits, donc il fallait aussi de l'argent, bien sûr. Il y a un coût de tout ça. Et à l'époque, j'étais dans cette unité d'Evagide où en fait on avait donc une enveloppe globale et c'était donc Evagide notamment avec les autres personnes de l'équipe qui finalement dispatchaient cet argent en fonction des besoins de chacun au moment donné. Donc c'était très souple, très flexible. Et malheureusement, cette structure en fait s'est dégradée. Moi, je faisais partie d'un petit groupe avec le professeur Agide de réflexion sur le développement des structures de recherche. Et j'ai entendu effectivement dans Evagide avoir les premières pensées de ce projet de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, donc l'ICM, qui a été construit à la Salpêtrière. Et dans son esprit, cette structure devait être une structure particulièrement bénéfique pour les chercheurs, c'est-à-dire qu'elle devait être elle devait abriter des petites équipes très mobiles, et il devait y avoir des structures d'aide
au financement, à la recherche de financement et à la rédaction des articles pour au maximum alléger tout ce qui n'était pas recherche pour ces équipes de recherche et donc faciliter la productivité. Et malheureusement, pour des raisons qui m'échappent encore un peu aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a été fait. En fait, ça a dérapé. Et on s'est retrouvé avec un institut qui fonctionne certes, mais avec des grandes équipes et qui marche surtout sur des financements que les chercheurs doivent eux-mêmes trouver. Donc, ça leur prend énormément de temps. Et ce sont des financements en général aussi qui sont produits par des grosses structures qui, du coup, demandent à ce que les recherches soient en général multi-équipes, translationnelles, et donc même éventuellement internationales. Et donc, ça donne une lourdeur incroyable à toutes ces procédures, et avec une rigidité, puisque vous avez des cahiers des charges, etc. Et le moindre changement doit faire produire un amendement. Enfin bref. L'usine à gaz, en fait. Voilà. Et donc là, je m'étais toujours dit que je faisais de la recherche tant que j'arrivais à en faire avec plaisir. Et donc là, encore une fois, cette tendance un peu facile, mais à rejeter ce qui ne me convient plus. Mais quand cette structure de la recherche a changé, c'est là où j'ai commencé à me mettre un peu à l'écart et en retrait, en fait. Donc là, on est en 2015, en fait. C'est ça. À peu près à ce moment-là où... C'est ça. Et donc, quand tu dis que tu te mets en retrait, c'est... tu fais plus de clinique, voilà, en fait. Voilà. Ouais. Alors, en fait, c'est pas mal tombé parce que finalement, j'ai accru mon activité clinique dans le domaine oculomoteur. Donc là, ça avait vraiment pris son essor. Donc, j'ai envie de dire, ça tournait à plein régime. Et donc, la communauté neurologique avait bien compris qu'il y avait cet examen-là qui était performant. Et donc, ça m'a permis d'accentuer, en fait, ma présence à ce niveau-là. C'est intéressant de voir justement comment est-ce que tu as réussi aussi à la fois à accélérer au début de ta carrière et puis à savoir gérer la décélération. Enfin, parce que ça me fait penser à plein de personnes aussi que j'interviewe où j'ai l'impression que ce que vous avez tous en commun, il y a quand même un côté... j'exerce mon libre arbitre en faisant le pari qu'il existe et à des moments clés. Et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de décortiquer ces moments-là avec vous, parce qu'en fait, c'est souvent super inspirant sur, en tout cas, ce bon équilibre entre les facteurs externes qui sont là, et de toute façon, qui sont là, on n'y peut rien. Parfois, on est surpris, on appelle ça une chance, une galère, etc. Et puis, quand même, l'action très intentionnelle que vous avez tous. Donc, c'est super intéressant. Là, on a parlé de toute ta carrière, enfin en tout cas d'un bon chemin sur ta carrière, une partie de ta vie. C'est-à-dire, on n'a pas encore parlé d'une autre grosse partie de ta vie qui, pour moi, est à la fois différente, mais aussi très liée. Tu nous as parlé, quand tu avais 15 ans, d'une année de première où tu faisais de la peinture et que ça t'a un peu sorti on va dire, d'un des chemins. Est-ce que tu peux le raconter un peu, justement, cette relation aussi à la peinture? Comment est-ce que tu l'as vécu, le commencement? Ça, c'est un axe majeur, effectivement, de ma vie. Alors, ça ne m'a pas fait hésiter en termes de profession, mais ça aurait pu. Mais en fait, tout est parti, là, par contre, très tôt. Encore une fois, ça a été un peu une sorte de coup de foudre, là aussi. J'étais à l'école maternelle et la maîtresse que j'avais à l'époque nous a présenté des planches de tableaux de Van Gogh, je me souviens, et que j'étais en 8e. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment médusé, quoi. Je veux dire, comme toujours dans ce genre de contexte, je suis resté muet, presque hébété, donc totalement fasciné par ce que je voyais. Et puis, c'est retombé un peu dans l'oubli, et quelques années plus tard, donc c'était probablement dans les strates profondes de mon intellect, un peu comme des pilotis qui se sont quand même développés, mais à bas bruit et dans l'obscurité, si je puis dire. Mais voilà, donc vers 14-15 ans, pour des raisons mystérieuses, mais enfin, la graine était là, la graine était semée, j'ai repensé à ça, et je me suis dit, il faut que je retrouve ce que c'était. Je ne me souviens plus de ce que c'était que ces peintures, donc j'ai cherché dans les livres chez moi, et j'ai trouvé un livre sur Van Gogh où j'ai retrouvé exactement les tableaux que nous avait montré cette maîtresse, et ça a été, encore une fois là, une espèce de foudroiement, un embrasement qui ne s'est jamais éteint et qui ne s'est toujours pas éteint aujourd'hui. Et donc, ça a été en fait donc à l'origine d'une deuxième vie, effectivement, parallèle parce qu'effectivement, surtout pratiquer la nuit, donc la journée, mon activité dont on vient de parler, et la nuit, cette activité
de recherche. Et de, alors, de peinture. pardon, de recherche en peinture peut-être. Voilà, peut-être. Et C'est un point commun. Parce que c'est une autre forme de recherche. oui, parce qu'il y a aussi la notion de fécondité aussi, de créativité, bien sûr. Et, voilà. Et donc, je me souviens que quand je suis arrivé, quand j'ai intégré ce service du professeur Villers, j'ai rencontré quelqu'un de très, qui m'a aussi marqué beaucoup, qui était le professeur Fournier, quelqu'un de très brillant, qui était à la fois aussi neurophysiologiste et qui faisait aussi beaucoup de dessin. Et je me souviens qu'on en a parlé ensemble. Et à la suite de ça, je me suis dit, un peu comme lui le faisait, que ce serait beau, esthétique en tout cas, si j'arrivais à combiner un petit peu tout ça. Donc à mettre un peu de la recherche scientifique dans ma peinture et de l'art dans la recherche, en quelque sorte, pour avoir une espèce de vision globale, de système commun en fait. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était totalement artificiel en fait et qu'il fallait même surtout pas en fait faire ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Et que je devais garder donc parfaitement démarqué mon activité de recherche avec sa rigueur, son exigence, etc., son sérieux. Et de l'autre côté, l'activité artistique avec tout son côté débridé. C'est comme ça en tout cas que je l'ai vu. Moi, je n'ai jamais pris de cours, je n'ai jamais appliqué de règles. Hein. Ce sont des choses qui me sont un peu naturelles et qui me viennent de manière intuitive. Et en fait, donc, ces deux activités en fait, ont meublé une bonne partie de ma vie, donc le jour et la nuit. Et ce qui m'a tout à fait intéressé, alors ça m'a permis déjà de découvrir que la nuit, il y a quelque chose de magique. Hein, quand vous êtes en train de peindre entre 2h et 3h du matin, quand ça marche bien, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est particulièrement fécond, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous oubliez, vous perdez la notion du temps. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui est magique et qui est extraordinaire. C'est une source de jouissance profonde. Ne plus avoir cette notion de temps. Hein, surtout, moi, je peignais dans une pièce close, donc voilà, donc le temps était totalement absent, toujours avec de la musique, mais que je mettais en répétitif. Donc voilà, ça pouvait durer comme ça, donc éternellement. Et puis en plus, vous avez l'impression que ça, c'est vraiment dans les moments les plus, je dirais, les plus heureux, que la production, en fait, vient de manière naturelle. C'est-à-dire que vous mettez de la couleur, vous appliquez la peinture de manière un peu automatique, et avec ce que j'ai envie d'appeler un langage ou une pensée non verbale. C'est-à-dire que vous ne vous dites plus, voilà, il faut que je mette un bleu un peu foncé. Il y a l'image de la couleur qui se projette dans votre esprit et vous la mettez. Donc ça court-circuite, ça chante le langage. Et je me suis dit finalement, en fait, cette pensée non verbale, évidemment, on ne l'a pas du tout quand on fait de la recherche. Hein. Là, on pense vraiment en termes et en mots, etc. Donc je me suis dit vraiment, c'est une activité qui est totalement autre de celle que je connais pendant la journée. Et en fait, finalement, c'est ça en fait qui est important et qui en fait toute la richesse, c'est que j'ai un fonctionnement cérébral qui est certainement extrêmement différent pendant la journée et la nuit. Je me rendais compte que je n'étais d'ailleurs pas la même personne d'ailleurs entre les deux. Et je me suis dit que finalement, c'était ça aussi qui était à l'origine de l'aptitude à pouvoir mener les deux de front, c'est-à-dire à faire ce travail pendant la journée et pendant la nuit, où parfois il m'arrivait de peindre jusqu'à tôt le matin. Hein. Je me souviens d'avoir parfois entendu des merles chanter. Alors je me disais, ah là, c'est quand même ça. On est tout à fait au cœur de la nuit. Comme il n'y a pas d'indicateur. Ouais. Voilà. Et en fait, je n'étais pas fatigué, en fait. Et ça, c'est tout à fait sidérant parce que donc il m'arrivait d'avoir des nuits très courtes et je partais donc le lendemain, enfin quelques heures après, à mon travail. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça. C'était en fait ça, en fait, la clé, c'est qu'en fait, cette notion assez simple, mais qui me paraît quand même probablement vraie, c'est que le cerveau est tout le temps actif, hein, et il y a jamais, comme un moteur d'une voiture, hein, d'arrêt. Simplement, l'activité se déplace. Hein, donc, les structures ou les réseaux actifs ne sont pas les mêmes entre la journée et la nuit, en tout cas dans mon cas. C'est probablement ça qui est à l'origine de l'aptitude à pouvoir les mener de front. C'est qu'en fait, c'est le repos, en fait, ou l'antifatigue du cerveau, c'est de mettre en activité d'autres structures que celles qui travaillaient précédemment. Là, ce que tu viens de dire est extrêmement dense en termes de... et profond, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à en retirer. Il y a cette idée qui paraît, entre guillemets, intuitive, mais qui n'est pas tant que ça, ce qui est de dire finalement, on active des zones différentes, et puis on active aussi
finalement, donc on fatigue pas forcément tout le système, voire en fait on permet à une partie du système de se reposer. Oui. Il y a l'idée qui est très élégante, mais après il y a la capacité à pouvoir l'exécuter et à trouver justement cette bonne zone pour pouvoir maîtriser ça. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est accidentel ou est-ce que c'est quelque chose, un principe itératif. Je serais curieux de savoir dans ta pratique. C'est à la fois, je dirais, en fait, recherché et aussi accidentel. Hein. Ok. Et un autre élément que je me suis dit, enfin en tout cas quand on avait préparé cet entretien, tu m'avais parlé de quelque chose que j'avais trouvé très élégant, qui est un peu lié à ça, qui est la manière dont en fait tu faisais de la peinture, où tu t'autorisais une forme de liberté totale, où justement tu n'étais pas dans la recherche de, on va dire, l'excellence technique sur un domaine particulier pendant 5 ans ou 6 ans, et tu faisais justement exprès, si je comprends bien, enfin tu me diras, d'explorer des choses très 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 différentes. Ah oui, alors en fait, ça c'est effectivement assez curieux, je m'en suis rendu compte après coup d'ailleurs, hein. C'est que dans mon activité professionnelle, j'étais effectivement très focusé sur un sujet vraiment précis, alors que dans la peinture, en fait, c'est tout à fait l'inverse. Et moi, j'ai toujours, ça a été d'ailleurs aussi une des attractibilités de cette activité artistique pour moi, c'est que ça n'avait de sens que si j'étais vraiment totalement libre aussi, voilà, de faire, de produire. Et libre, ça veut dire aussi débarrassé de l'avis des autres, finalement. Ça peut paraître un petit peu égocentrique, mais pendant longtemps, enfin, mais toujours finalement, cette activité de peinture a été pour moi un peu comme un besoin biologique. Hein, c'est quelque chose, voilà, qui m'est nécessaire, comme une fonction vitale. Quand j'ai pas dessiné ou peint depuis 2 ou 3 jours, j'ai vraiment un manque. Mais avec surtout aussi l'envie de ne pas être jugé, de vraiment être débarrassé de toute contrainte, si c'est possible. Alors, c'est pas totalement possible, bien sûr, mais enfin, en tout cas, on peut tendre vers cette idée-là. Et donc, de ne pas vouloir répondre à une étiquette. Hein, donc, voilà, c'est un peintre figuratif, c'est un peintre abstrait, etc. Alors, c'est peut-être moins bon en termes de traçabilité. On est moins bien identifié quand on est multiforme. Mais pour moi, c'était essentiel. Donc, je n'ai jamais pris de cours. J'ai toujours peint d'instinct, en fait, sans savoir pourquoi je faisais les choses. Et c'était pour moi une grande source de bonheur aussi, c'est de pouvoir totalement changer, passer d'un modèle à un autre. Et d'ailleurs, j'ai toujours du mal à comprendre les peintres qui se sont limités à un sujet pendant toute leur vie. Alors, il y a eu le noir de Soulages, il y a eu le Modigliani, voilà, bref. Parce que eux, c'est peut-être pas la même chose que s'activer chez eux. Probablement, oui, probablement. Dire, toi, c'est la recherche hyper spécialisée, où parfois des gens vont se dire, mais je comprends pas, comment est-ce qu'on peut... C'est vrai que j'ai toujours eu autant de plaisir à parfois peindre, par exemple, un paysage presque de façon impressionniste, et puis le lendemain, hein, parce que parfois, il m'est arrivé de peindre une peinture par jour, de faire quelque chose un petit peu à la Pollock, ou voilà, avec des traits, etc., dans tous les sens. Mais ça ne m'a posé aucun problème, en fait. Au contraire, c'était vraiment une source, en fait, de liberté qui a contribué à ce grand plaisir, en fait, de l'expression artistique. Et aujourd'hui, maintenant que... on va dire que jusque-là, tu marchais du coup sur 2 pieds. Donc là, il y en a un que tu as mis de côté, celui de la recherche. Oui. Comment tu vis justement le moment où il y a il y a plus qu'un pied? Alors, il y a du facile et du plus difficile. Hein. C'est vrai que d'avoir lâché l'activité médicale de la recherche, évidemment, ça laisse un peu un vide. Alors, pas totalement, puisque j'ai quand même encore un peu d'activité que j'ai conservée, notamment avec des jeunes neurologues là, que je rencontre régulièrement tous les mois, et puis avec notamment celle qui me remplace aussi, où j'ai gardé de très bons contacts. Donc ça me permet quand même de conserver ce lien, même si il est relativement ténu aujourd'hui, mais il est quand même là. Hein, c'est pas totalement fini, hein, donc ça c'est important de le préciser. Et puis d'un autre côté, par contre, c'est vrai que je n'ai plus qu'un pied, mais là j'ai un pied qui est vraiment totalement en place. Et donc c'est vrai que mon activité maintenant artistique je dirais, elle a bouché les trous, quoi, mais sans aucune difficulté. Quoi. Voilà. Et est-ce que dans ce contexte-là, tu as peut-être plus envie de partager ce que tu produis Oui, effectivement, c'est d'ailleurs curieux. D'ailleurs, je ne sais pas non plus tellement pourquoi, mais autant avant, finalement,
pour moi, ça n'avait strictement aucune importance et je n'ai d'ailleurs jamais exposé, etc. Je n'ai jamais eu notamment l'envie de rechercher une notoriété quelconque, ça ne m'intéressait absolument pas. C'était simplement voilà, le fait de produire librement. Aujourd'hui, c'est vrai que ça me surprend moi-même, mais j'ai beaucoup plus envie de demander leur avis aux autres et de présenter et de partager, en fait. Voilà, donc et c'est depuis que je suis effectivement à la retraite que cette évolution s'est faite. Donc ça a été plutôt une bonne chose, je trouve. C'est que je pense que c'est vrai, quand on produit comme ça, il faut que les autres aussi en profitent. Hein. Ça me paraît tout à fait bien. Puis, vu à quel point tu as été prolifique sur la peinture sur toutes ces années, ce serait dommage que ce soit pas partagé, parce que moi j'ai eu la chance, tu m'as partagé un lien où j'ai pu voir tout ce que tu as produit, enfin en tout cas une partie de ce que tu as produit. Et c'est vrai que c'est fascinant en fait de voir comment est-ce que tu as exploré des univers super différents. Moi, j'y connais rien, mais j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a touché. J'ai pas touché par 100%, évidemment, mais il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, et d'autant plus quand on sait le processus. En fait, je trouve que moi, je suis assez sensible quand je comprends comment les choses se font. Ouais. Et je trouve que quand on voit en fait les étapes par lesquelles tu es passé, la méthode, le côté avec la musique, cette déconnexion avec le temps, tout ça, je trouve que ça donne encore plus de valeur en fait à ce qui est produit. Je trouve. Enfin, en tout cas, c'est un avis très personnel. Mais alors, quand tu parles d'essayer de comprendre comment les choses se font, alors dans le domaine, je dirais professionnel, là oui, on peut vraiment suivre, comprendre, etc. Disséquer. Par contre, dans l'autre domaine, donc le côté artistique, là effectivement, je ne sais pas trop comment les choses se font, et j'avoue que j'aime assez cette idée finalement de ne pas essayer de chercher, hein, de laisser le flux se répandre finalement et sans, encore une fois, donc essayer d'analyser, de décortiquer. Ce serait presque indécent, finalement, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait, qui est naturel, qui est profond, et voilà, je le laisse vivre. Pour revenir à ce sujet sur la gestion de la fatigue, tu parlais de quasi d'anti-fatigue ou de moments où en fait tu dormais finalement très peu, etc. Je suis curieux, j'ai face à moi un neurologue, donc j'en profite. Je me dis, on entend quand même souvent qu'il est important de bien dormir, de dormir longtemps, enfin en tout cas de pas sous-estimer la valeur du sommeil. Voilà, c'est une question complètement en dehors du sujet, mais c'est quoi ton avis sur cette question par rapport à ce que toi, tu as vécu, notamment? Moi, je pense que c'est évident que le sommeil est tout à fait fondamental. Hein. Il se passe des choses tout à fait importantes pendant le sommeil, notamment dans la mémoire, etc., la consolidation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font, pas mal de choses qu'on ignore encore, j'imagine. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ne se font pas pendant la journée. Donc, cette notion-là d'activité totalement différente, à mon avis, elle est tout à fait vraie. Hein. Elle est justifiée. Et alors, est-ce que cette activité picturale là, avec ce langage non verbal, cette notion du temps qui s'évanouit, etc., est-ce que c'est une sorte finalement, est-ce que c'est un niveau de conscience un peu modifié? C'est pas impossible, hein, parce que c'est très particulier. Hein, Enfin, c'est pas à chaque fois, bien sûr, mais il y a des moments vraiment où c'est presque magique. On a l'impression, enfin moi j'avais l'impression que j'avais quasiment plus de corps, j'étais plus que presque un esprit qui met de la couleur et que ça s'enchaîne. Une forme de transe. Voilà. Et donc, peut-être que ça rejoint un petit peu des activités qui se passent pendant le sommeil, avec, encore une fois, un état de conscience qui n'est plus tout à fait le même, en fait, que pendant la journée. Ok. Mais d'ailleurs, cet état-là, je sais pas, est-ce que tu l'as pas aussi déjà vécu la journée dans tes activités de recherche, quand tu es vraiment sur une piste Alors, j'avoue que j'y avais jamais pensé à ça, mais j'ai pas l'impression quand même, hein, parce que, bon, quand on élabore des projets de recherche ou quand on a des idées qui vous viennent à l'esprit, il faut quand même toujours garder le contrôle en fait de ce que l'on fait. Est-ce que l'on ne s'égare pas? Est-ce que on n'est pas en train de construire des plans sur la comète, etc. Donc, il faut quand même rester les pieds sur terre, ça c'est très important, même si, encore une fois, il faut... moi, je crois beaucoup en fait à l'inspiration spontanée. Hein. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé. D'ailleurs, je pense qu'une équipe qui se dit voilà, on va se mettre autour d'une table, on va voir ce qu'on peut faire, quel sujet de recherche on peut développer. À mon avis, ça c'est pas ce qui me convient. Je pense que c'est un peu pauvre. Je pense qu'on se bride un peu, on se stérilise un peu en faisant ça.
Par contre, avoir toujours près de soi un petit calepin avec un crayon pour noter une idée qui vous viendra à l'esprit, soit en sortant de sa douche, soit, je sais pas, bref, dans le métro. Ça, par contre, effectivement, j'y crois beaucoup parce que, voilà, c'est dans ces moments d'activité un peu en roue libre que certaines associations se font, qui ne seraient pas faites peut-être volontairement si on y avait pensé en pleine conscience. Mais c'est tout. Après ça, il faut très rapidement reprendre pied pour ne pas faire de choses totalement déconnectées. Il faut que ça ait du sens, quoi. Donc là, on a quand même un devoir de cohérence avant d'engager des travaux qui est essentiel. Et un dernier point lié à ça, parce que, alors, je pense notamment à un ami qui, à un moment donné, était en train de bosser sur un papier. C'était dans le domaine de l'IA. Et bon, je vais pas le nommer, mais je vais raconter un épisode un peu drôle. On était avec des copains et puis on est allé se coucher. Et puis à un moment donné, j'entends quelqu'un qui parle. C'est bizarre. Pourtant, on est tous en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il parlait en dormant et il parlait de ses matrices, enfin, vraiment, il parlait de son sujet, de son papier, de sa réflexion du moment. Et je me rappelle très bien de cet épisode parce qu'en fait, enfin, je raconte l'histoire jusqu'au bout. On avait, en fait, la porte de la maison était ouverte. Je cherchais la clé parce que bon, j'avais besoin de fermer la maison pour dormir tranquille. Et donc, je suis allé le réveiller en pensant que, bon, voilà. Et en fait, il n'était pas réveillé. C'est-à-dire, il était dans une sorte de demi-sommeil. Et puis, il me répétait, non, mais la matrice, il faut la diagonaliser, etc. Je suis, oh. Tout ça pour te poser une question, c'est justement cette capacité à couper quand on est dans des réflexions de recherche comme les tiennes sur du temps long, qui sont très poussées. Est-ce que finalement, une partie de la réponse, c'est pas justement cette deuxième vie que tu avais à côté? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre des épisodes similaires? Alors, ça m'est arrivé quand même d'avoir aussi des moments, je dirais, où l'esprit est un peu envahi par ces pensées de la journée. Et surtout qu'effectivement, voilà, il y a parfois un côté brûlant, hein, un côté palpitant. Donc, c'est vrai qu'il y a entre guillemets, il y a des débordements. Alors, ce qui m'aidait quand même un petit peu pour éviter ça, c'est que donc, mon activité de recherche était faite dans un lieu bien précis qui était tout à fait différent de mon lieu d'habitation. Donc, il y avait une espèce de sas entre les deux qui permettait de me débarrasser un peu de ma blouse, je dirais, donc à la fois du point de vue matériel et psychique. Mais voilà, c'était pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de me surprendre la nuit en train de tourner des idées dans ma tête. Voilà, tout à fait, ça c'est sûr. Ok, donc en tout cas, un conseil pour gérer cette charge mentale, c'est cloisonner, quoi. Essayer de cloisonner, en tout cas. Je crois que c'est important. Hein, je crois que c'est important. Alors, c'est inévitable qu'il y ait des moments, effectivement, où ça échappe un petit peu, mais je pense que c'est plus sain d'arriver à quand même avoir voilà, des barrières. Ouais, très clair. Bon, écoute, je pense que c'est important de le réaliser, de le réentendre, parce que c'est vrai que je garde toujours quelques petites questions en fin d'échange qui sont pas forcément spécifiques à une période donnée de ta carrière. D'ailleurs, je sais pas, enfin, je te les ai pas partagées avant, donc peut-être que tu n'auras pas forcément des éléments de réponse précis, mais la première question, c'est sur la question du renoncement. Je me pose toujours la question de quand on a eu des carrières aussi prolifiques que la tienne, à quoi on a dû renoncer, consciemment ou non, avec le recul, pour la mener, cette carrière. Alors, je dirais que moi, j'ai pas l'impression d'avoir dû renoncer beaucoup. Je dirais que c'est plutôt, en fait, dans mon entourage qu'il y a des gens qui ont dû renoncer, et notamment mon épouse qui a dû renoncer à plusieurs reprises à des choses qui lui tenaient à cœur. Et ça, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Mais personnellement, j'ai fait ce que j'ai aimé et je l'ai fait avec beaucoup de liberté. Et quand ça n'a plus été le cas, j'ai eu la chance de pouvoir faire autre chose. Donc, il est évident que ça aurait été différent si je n'avais pas eu cette capacité à entre guillemets, me recycler dans une autre activité qui était l'activité clinique. Donc, en fait, j'ai pas l'impression... Alors, évidemment, dans mon activité professionnelle, il n'y avait pas que des choses qui m'ont passionné. Hein. J'avais aussi quelques obligations cliniques, hein, de certains examens à faire aussi qui n'étaient pas ceux-là, et qui me passionnaient moins. Mais bon, ça me paraissait tout à fait légitime, hein, voilà, d'avoir quelques devoirs aussi. Je comprends.
On a aussi déjà abordé cette question de la reconnaissance, parce que tu me parlais tout à l'heure de certains pères dont ton chef de service américain. Je te repose la question si peut-être tu penses à quelqu'un d'autre ou un autre moment. La question de la reconnaissance qui t'aurait marqué, une reconnaissance qui t'a marqué dans ta carrière. Alors, il y a quelqu'un qui a joué un rôle bien sûr, central, ça a été le premier, donc Pierre Larmand, qui a été le premier à me parler de ce domaine qui m'a passionné pendant toute ma vie et qui l'a fait avec la forme. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de lui aussi de passionné et qui avait une dextérité verbale aussi remarquable et qui savait transmettre et communiquer en fait aux autres. Donc voilà, ça, lui, bon, malheureusement, il est mort assez jeune, mais donc je suis extrêmement reconnaissant de m'avoir, j'ai envie de dire, allumé en quelque sorte. Peut-être que je te propose qu'on s'arrête sur cette note, peut-être sur la question de la chance dans une carrière. Je te remercie vraiment profondément pour le temps que tu as passé avec moi, en préparation aussi, les discussions très philosophiques parfois aussi qu'on a eues. Ça nous a mené parfois dans des réflexions, en tout cas qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Donc merci pour ça. Et puis c'est toujours un exercice moins évident d'interviewer des personnes qui ont travaillé dans des univers qu'on connaît moins bien. J'espère que pour les auditeurs, ça aura été bien mené et qu'ils réussiront à en tirer autant au moins que j'en ai tiré. Donc encore une fois, un grand merci. Merci aussi beaucoup à toi, parce que ça a été pour moi un grand plaisir et j'ai pas souvent eu l'occasion de faire ce travail et notamment de raconter en quelque sorte. Voilà. Et j'espère que ça peut aider, inspirer certains qui nous écouteront. Bravo! Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Bertrand Guémard. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr.